Alors, petite correction de l'activité concernant les BRICS. Les BRICS, de nouveaux centres d'impulsion d'un espace mondialisé, point d'interrogation. Alors, première question, Doc 5 et 9. Doc 5 et 9. Quel indicateur révèle l'importance des contrastes sociaux dans les pays émergents? Alors, on va commencer tout simplement par le premier document, les contrastes sociaux euh, au sein de ces pays. euh, ils sont clairement visibles ici, hein. Population vivant avec moins de 1,25 € par jour en pourcentage, 15%, plus presque 16% de la population chinoise vit avec moins de 1,25 € par jour. Si je regarde en Inde, pardon, ce chiffre, ce taux est rapporté à 41, donc plus du tiers de la population, presque la moitié de la population indienne vit avec moins d'1,25 €, et pourtant, l'Inde est le troisième pays en termes de PIB par parité de pouvoir d'achat en 2012, est au troisième rang des pays les plus riches. La Chine est au deuxième rang. On n'a pas, par exemple, aux États-Unis, des pourcentages aussi élevés. On n'a pas en France ou en Espagne des personnes vivant avec moins de 1,25 € dépassant les 4-5% de la population. Donc on voit que malgré le fait que la Chine et l'Inde sont des pays ultra puissants, il y a quand même une grande partie de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté. PIB je crois que on m'avait posé la question, PIB par parité de pouvoir d'achat. Euh, En quelque sorte, c'est qu'est-ce que je fais avec mon argent dans deux pays différents. Vous voyez, avoir 100 dollars aux États-Unis, ce n'est pas la même chose que avoir 100 dollars en Chine ou en Inde. Donc, parité de pouvoir d'achat, on va mélanger plein d'indicateurs, notamment le prix du panier dans un supermarché, par exemple. Euh, Effectivement, si je fais mes courses aux États-Unis, je ne vais pas avoir le même prix que si je fais les courses en Inde. Vous voyez, donc c'est un indicateur plus précis que le PIB. D'accord? Ça permet de comprendre un petit peu la situation économique pour chaque habitant. Donc, relever que la Chine ou l'Inde c'est peut-être un meilleur exemple. L'Inde, PIB par habitant en 2012, en moyenne, les gens gagnent 3900 dollars, ce qui est considérable, hein, mais près de la moitié, un peu plus du tiers de cette population vit avec moins d'1,25 €. Donc on voit à travers ce tableau qu'il y a un déséquilibre flagrant au sein de la population indienne. Et là, inutile d'insister, hein, on voit que en Inde, nous avons encore des bidonvilles dans lesquelles vivent des populations euh, dans des abris de fortune, là, hein, fait de tôle. Regardez, j'ai un pneu, le linge qui. Enfin, tout est insalubre ici. On aurait l'impression d'être dans un pays d'extrême pauvreté, comme il en existe en Afrique ou à Haïti. Et pourtant, nous sommes, là encore, dans la troisième puissance mondiale en termes de PIB, alors qu'une grande partie de sa population vit dans ces conditions-là. Deuxième question, donc document 6. Pourquoi certains pays émergents sont-ils devenus les nouveaux banquiers du monde? Donc là, pareil, hein, relever quelques phrases clés. Euh, alors, voilà. La Chine est devenue en 30 ans l'un des principaux créanciers de la planète. Je pense que cette phrase déjà est le premier des États-Unis devant le Japon. Euh, Cette phrase nous montre bien que la Chine est devenue une puissance majeure. Être créancier, c'est devoir de l'argent à quelqu'un. D'accord? Donc ici, étant donné que la Chine est le premier créancier, on peut imaginer que beaucoup de pays dans le monde lui doivent de l'argent. D'accord? Et notamment les États-Unis. Et alors de quelle manière? Eh ben, notamment par la dette. Les États-Unis ont une dette colossale, mais bon, ils arrivent à supporter cette dette, ils doivent de l'argent, à qui? À la Chine. La Chine va acheter les dettes américaines, ils vont acheter également une partie des retraites américaines, et c'est jamais bon de devoir de l'argent, notamment à une puissance comparable, d'accord? Donc la Chine enfin, le monde est redevable à la Chine et inévitablement, cela donne une position dominante de l'économie chinoise sur le monde.
Documents 7 et 8 maintenant. Comment les BRICS affirment-ils leur récente montée en puissance? Alors le document 7, eh ben, par l'obtention, par exemple, de la Coupe du monde de foot, des Jeux olympiques, par un équipement nucléaire qui pourrait un jour aboutir à l'obtention de la bombe atomique. Ce n'est pas le cas, hein, loin de là, mais pourquoi pas. Euh, des avions de combat également. Alors là, on a l'huile de palme également, des bateaux qui acheminent des cargaisons de blé, par exemple, de la raffinerie, du pétrole, le tourisme représenté par le Christ Rédempteur de Rio. Enfin voilà, on voit à travers cette affiche que le Brésil est une puissance désormais incontestable. Et de l'autre côté, la Chine dispose de ses porte-avions. Un porte-avions, ce n'est pas rien. Cela veut dire que la Chine a les moyens militaires de se déplacer partout dans le monde. Et quand on se déplace, eh ben, on peut avoir un œil sur ce qu'il se passe en Afrique, en Amérique du Sud, par exemple. Et s'il y a un conflit, je peux intervenir. D'accord? Donc militairement, ici pour la Chine, économiquement ici pour le Brésil, effectivement, ces BRICS deviennent des acteurs indispensables aujourd'hui à la mondialisation. Et enfin, document 9, décrivez précisément le document, celui-ci. Quelle est l'activité économique des habitants du bidonville au premier plan? L'activité économique, elle est délicate à déterminer ici, hein. On ne sait pas vraiment ce qu'il se fait. Certainement qu'il y a une économie informelle, c'est-à-dire qu'il n'est pas déclaré. On ne sait pas trop comment les gens gagnent de l'argent, certainement en faisant l'aumône, enfin en demandant de l'argent, peut-être en vendant des objets à la sauvette. Enfin, ici, tout est plus ou moins illégal, hein. L'argent que l'on reçoit, il n'est pas contrôlé, il n'est pas euh, comptabilisé. Donc ici, tout se fait de manière un petit peu anarchique. Pourquoi est-il indispensable au fonctionnement de la métropole économique indienne? Eh ben, parce que tout simplement, ces gens, eh ben, ils permettent à l'économie indienne de fonctionner. D'accord? Indispensable, alors je n'irai peut-être pas jusqu'à indispensable, mais en tout cas, ces Indiens, qu'est-ce qu'ils demandent? Du travail. Qu'est-ce qu'ils demandent? Eh ben, un revenu, quel qu'il soit. Et puis ces gens-là, je peux les faire travailler pour 5 euros si je veux par jour, hein. Ils sont disponibles corps et âme à merci. Vous comprenez? Un peu comme ce qu'a fait la Chine auparavant. On dispose d'une population de plus d'un milliard d'habitants. C'est une main-d'œuvre exceptionnelle que je peux faire travailler un peu comme je le souhaite. Donc, c'est une arme pour l'Inde comme ça a été auparavant une aide pour la Chine. Voilà.